Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Esther Collins est née dans une banlieue calme et arborée du nord de l'État de New York, où les matins sentaient la rosée fraîche et où le bruissement des feuilles d'érable résonnait dans l'air. Son père, Andrew Collins, était un instituteur au cœur tendre qui passait ses soirées à lui lire des poèmes, tandis que sa mère, Margaret, tenait une petite boulangerie réputée pour ses scones au miel. Esther a grandi dans un foyer chaleureux, bienveillant et baigné par le parfum réconfortant de la vanille et de la cannelle. Malgré leurs modestes moyens, la famille Collins ne manquait jamais d'amour ni de rire. Esther, avec ses grands yeux curieux et son rire contagieux, aidait souvent sa mère à pétrir la pâte avant l'aube et se faufilait dans le bureau de son père pour lire des histoires de femmes courageuses qui ont changé le monde. Elle ne rêvait pas de richesse, mais de créer un havre de paix pour les enfants, un centre d'art où ils pourraient peindre, chanter et oublier leurs chagrins. Dès son plus jeune âge, Esther trouva du réconfort dans l'art. Elle peignait en secret, utilisant des sacs de fleurs inutilisés comme toile et des baies écrasées comme palettes. Sa chambre était une galerie secrète de couchers de soleil, de jardins baignés de pluie et de sourires d'enfants. Bien que sa mère lui rappelât souvent de se concentrer sur des rêves plus concrets, son père l'encouragea à poursuivre sa passion et lui rappela que la vraie beauté résidait dans le fait de toucher les cœurs, et non dans l'accumulation de richesses. En grandissant, ces petits gestes de bonté se firent connaître dans tout le quartier, de l'organisation de spectacles de marionnettes pour l'orphelinat local au soutien scolaire pour les enfants en difficulté de lecture. Le cœur d'Esther était une toile vivante, caressée par la compassion et l'espoir. Lorsqu'Esther a obtenu une bourse partielle pour intégrer le Boston College, sa famille a fêté l'événement avec des tartes aux pommes maison et des larmes de fierté, déterminée à alléger le fardeau de ses parents. Elle a occupé des emplois à temps partiel, allant du travail à la bibliothèque universitaire au dessin de portraits pour les touristes au parc le week-end. C'est en deuxième année qu'elle a rencontré Richard Pascal pour la première fois. Il était charismatique, incroyablement sûr de lui et dégageait une autorité qui faisait tourner les têtes partout où il allait. Un après-midi, alors qu'Esther équilibrait des plateaux au café du campus, Richard remarqua son doux sourire et la façon dont elle réconfortait un étudiant de première année en pleurs qui avait renversé son verre. Leurs univers se croisèrent dans ce petit café animé, le sien empli de services discrets et de rêves cachés, le sien débordant d'ambition et de privilèges. Elle ignorait alors que cette rencontre allait donner naissance à une histoire d'amour aussi belle et pourtant si tragique, la propulsant sur un chemin qui allait changer sa vie à jamais. Richard Pascal naquit dans un monde où les sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal, et où les conversations à table tournaient autour des cours de la bourse et des fusions plutôt que de la chaleur humaine et des rires. Son père, Thomas Pascal, était un redoutable magnate de l'immobilier, connu pour ses tactiques commerciales impitoyables et son attitude glaciale qui pouvait faire taire une salle d'un seul regard. Sa mère, Geneviève, était une mondaine dont la vie tournait autour des déjeuners mondains et des galas de mode. Son affection s'exprimait davantage par une garde-robe de créateur que par des mots tendres. Ayant grandi dans un imposant penthouse de Manhattan, l'enfance de Richard fut une symphonie de solitude, ponctuée par l'écho des disputes de ses parents et le tintement froid de la porcelaine fine lors de longs dîners silencieux. Il apprit très tôt que les émotions étaient des faiblesses et que l'amour n'était qu'une illusion transactionnelle. Dès son plus jeune âge, Richard fut préparé à devenir l'héritier de l'Empire Pascal. Des professeurs particuliers lui inculquèrent l'économie et le droit des sociétés avant qu'il ne puisse pleinement saisir le sens de l'amitié ou de la gentillesse. À 18 ans, il assistait déjà aux réunions du conseil d'administration aux côtés de son père, assimilant toutes les ruses et les calculs les plus froids, tandis que d'autres jeunes hommes rêvaient d'amour et de liberté. Richard ne rêvait que de pouvoir, de voir son nom faire la une des journaux, d'approbation réticente et de posséder plus que quiconque n'osait imaginer. Ses loisirs reflétaient sa soif de prestige. Il collectionnait les voitures de sport italiennes vintage, portait des costumes sur mesure taillés à Londres et entretenait un cercle d'amis qui privilégiait l'influence à la sincérité. Pourtant, sous ces couches de sophistication et d'intelligence aiguë, il y avait un vide que Richard ne reconnaissait jamais, un vide douloureux qu'aucune fortune ni aucune admiration ne pouvait combler. Ses relations étaient transactionnelles. Il fréquentait des femmes parfaites sur les couvertures de magazines et qui rehaussaient son image lors des galas de charité, ne laissant jamais personne assez près pour découvrir le garçon vulnérable caché sous l'armure de l'arrogance. Malgré son cœur froid, il possédait un charme indéniable qui pouvait facilement attirer les gens dans son orbite. Il savait jouer le rôle le cadre charmant, le philanthrope généreux, l'amant attentionné mais c'était toujours une mise en scène. À l'université, tandis que d'autres s'inscrivaient dans des clubs ou trouvaient du réconfort dans les nouilles ramen et les rires nocturnes,
Richard gérait chaque interaction sociale comme une partie d'échecs, calculant toujours son prochain coup. Lorsqu'il vit Esther pour la première fois, son innocence et sa chaleur sincère l'intriguèrent, non pas parce qu'il recherchait l'amour, mais parce qu'il la voyait comme une personne pure et possédée, une étoile brillante qui pouvait s'arroger le droit de couronner sa propre réussite. Lorsque Richard aborda Esther pour la première fois au café animé du campus, son sourire était désarmant, sa voix douce comme un vin vieilli, et ses compliments lui firent l'effet d'une brise d'été sur son cœur timide. Aux yeux d'Esther, il ressemblait à un prince tout droit sorti d'un conte de fées, élégant, protecteur et incroyablement charmant. Il admirait ses œuvres, lui posait des questions sur son enfance et l'écoutait avec une attention qui lui donnait l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait vraiment. Richard la comblait de petits gestes attentionnés. Petit déjeuner surprise les matins pluvieux, notes manuscrites glissées dans ses manuels et écharpes chaudes pendant les hivers rigoureux de Boston. Esther, peu habituée à une telle affection, s'est laissée séduire par son univers avec la douce vulnérabilité d'une jeune fille qui n'avait connu l'amour que dans sa forme la plus pure et la plus simple. Leur relation s'est rapidement épanouie, un tourbillon de promenades nocturnes le long de la Charles River, de visites spontanées de musées où Esther décrivait avec enthousiasme le symbolisme caché des peintures, et de longues heures d'études côte à côte. Richard, qui avait toujours considéré les relations comme des alliances stratégiques, se surprit à apprécier sincèrement son rire et la douceur de son toucher, sans jamais pour autant abandonner son armure. Pendant ce temps, les amis d'Esther observaient sa transformation avec à la fois plaisir et prudence, la mettant gentiment en garde contre la réputation d'ambition et de froideur de Richard. Mais l'amour la rendait aveugle aux murmures et aux signaux d'alarme. Elle croyait que sous son apparence raffinée se cachait un homme avide de la chaleur d'un amour véritable, celui qu'elle désirait tant offrir. Le mariage eut lieu 2 ans après leur rencontre, dans un élégant vignoble de la Napa Valley. Esther portait une simple robe ivoire aux manches délicates en dentelle, ses cheveux ornés de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même le matin même. Richard arriva dans un costume gris anthracite sur mesure, incarnation même de la sophistication, son regard capturant chaque flash de l'appareil photo. Leurs vœux furent échangés sous un ciel illuminé des douces couleurs du coucher de soleil, et l'espace d'un instant, Esther crut sincèrement qu'ils étaient le centre d'un univers parfait. En le regardant dans les yeux, elle ne vit pas l'héritier calculateur d'un empire, mais l'homme qu'elle avait serré contre elle les nuits de pleine lune, murmurant ses rêves et dessinant les étoiles. Après que les invités eurent dansé sous les guirlandes lumineuses et que le toast final eut été porté, Esther s'accrocha à la main de Richard, priant silencieusement pour que leur amour reste à l'abri des ombres de son monde. Au fond d'elle, elle n'aspirait qu'à des matins paisibles, des après-midi maculés de peinture et des soirées remplies de rire et de joie simple, le genre de vie qu'elle croyait qu'ils construiraient ensemble. Ignorant les tempêtes qui se profilaient déjà à l'horizon dès les premiers jours de leur mariage, tandis que Richard se perdait dans des réunions nocturnes et des dîners d'affaires fastueux, Esther trouvait du réconfort dans son art. Leur spacieux penthouse de Boston, orné de marbre élégant et d'éléments en acier moderne choisis par Richard, lui semblait froid et impersonnel. Elle s'aménagea donc discrètement un coin ensoleillé dans une chambre d'amis, le remplissant de pinceaux usés, de pots d'acrylique aux couleurs vives et de toiles où elle écrivait ses rêves murmurés. Pour Esther, la peinture n'était pas un simple passe-temps, c'était le prolongement de son âme. Chaque trait portait la chaleur de son enfance, l'odeur de la cuisine de sa mère et les rires des enfants avec qui elle jouait autrefois dans les parcs de son quartier. Au-delà de sa passion pour la peinture, Esther nourrissait un rêve secret, ouvrir un centre d'art pour les enfants défavorisés, elle imaginait un sanctuaire où les petites mains pourraient modeler l'argile, éclabousser de couleurs des murs géants et apprendre à raconter leurs histoires sans crainte du jugement ou du ridicule. Chaque fois qu'elle passait devant le bâtiment communautaire abandonné lors de ses promenades matinales, elle l'imaginait animée par la musique, les rires et l'énergie créatrice. Tard le soir, elle dessinait des plans dans son carnet, des pièces lumineuses et ouvertes, des coins lecture douillets et des jardins extérieurs où les enfants pouvaient courir librement. Bien qu'hésitant à partager ce rêve avec Richard, de peur qu'il ne le juge enfantin ou naïf, elle s'y accrochait comme une bougie dans une pièce sombre. La gentillesse d'Esther débordait au-delà de son article. Le week-end, elle faisait du bénévolat dans un refuge local pour familles déplacées, passant des heures à lire des contes de fées et à apprendre aux enfants à dessiner. Les enfants adoraient sa douceur. On l'appelait Miss Étoile car elle portait toujours autour du cou un petit pendentif étoile en argent, cadeau de son père. Les larmes aux yeux, leurs parents la regardaient souvent Esther transformer des après-midi ordinaires en instants de magie et de ressourcement. Même au quotidien, qu'il s'agisse d'aider un voisin âgé à porter ses courses ou d'accompagner un inconnu en pleurs dans un parc, Esther incarnait la compassion avec une telle aisance que les inconnus la sentaient rayonner d'elle comme un rayon de soleil. Pourtant,
malgré tout l'amour qu'elle prodiguait au monde, une douleur sourde subsistait en elle, un désir profond que Richard perçoive sa passion et partage son rêve simple. Mais Richard, toujours obsédé par les conquêtes commerciales et l'image sociale, ne la voyait que comme un accessoire de son récit parfait. Sans jamais se douter que son cœur tendre se préparait à s'épanouir discrètement d'une manière imprévisible. Benita Mathieu est arrivée dans le monde de Richard telle une comète éblouissante fendant le ciel nocturne, brillante, envoûtante et dangereuse. Née à Miami d'un ancien mannequin et d'un organisateur d'événements ambitieux, Benita était habituée à attirer l'attention. Dès son plus jeune âge, elle a appris à attirer l'attention d'un simple mouvement de cheveux et d'un sourcil parfaitement dessiné. Sa mère lui a appris que la beauté était une arme, et son père lui a montré que les relations pouvaient bâtir des empires plus vite que la sincérité. Benita a grandi en regardant ses parents organiser des fêtes somptueuses, en fréquentant sans effort célébrités et politiciens, en absorbant chaque tactique et chaque charme aussi naturellement que sa respiration. À 25 ans, elle maîtrisait l'art de l'ascension sociale, laissant derrière elle une traînée de cœurs brisés et de portefeuilles vides. Benita ne se contentait pas de l'admiration. Elle aspirait à l'influence, au pouvoir et au frisson grisant de contrôler les résultats derrière un rideau de velours. Elle a étudié les relations publiques et l'image de marque avec un dévouement méticuleux, sachant qu'une image pouvait être plus rentable que le fond. Son charisme était un mélange savamment dosé de vulnérabilité et de séduction. Elle pouvait passer d'une innocence timide à une assurance affirmée en quelques secondes, laissant les hommes à la fois sous le charme et la terreur. Elle portait des ensembles de créateurs audacieux qui faisaient tourner les têtes et choisissaient ses mots avec brio. Chacune joue avec une précision stratégique. Dans chaque pièce où elle entrait, Benita portait un projecteur invisible qui semblait suivre chacun de ses mouvements, et elle s'en délectait. Lorsque Richard aperçut Benita pour la première fois lors d'une conférence technologique prestigieuse à San Francisco, il fut immédiatement attiré par elle. Elle représentait une importante agence de relations publiques chargée de rebaptiser l'une de ses filiales. Benita, de l'autre côté de la salle, percevait la soif d'admiration et de prestige de Richard et le voyait non pas comme un homme, mais comme un tremplin, un moyen d'élever sa propre position sociale. Son approche était lente et réfléchie, laissant Richard croire qu'il était une proie. Au milieu de coupes de champagne et de conversations feutrées sur le toit, elle démêlait soigneusement ses frustrations concernant le travail caritatif peu raffiné d'Esther et se présentait comme une âme sœur qui comprenait ses ambitions mieux que quiconque. Au fil des semaines, Benita s'impliquait de plus en plus dans les décisions commerciales de Richard, le conseillant sur sa stratégie d'image et le poussant vers des expansions plus risquées et plus agressives. Richard, flatté et aveuglé par son assurance sensuelle, accueillit son influence avec enthousiasme, ignorant qu'elle ne faisait que remettre les clés de son univers soigneusement construit à une femme qui faisait de la loyauté un jeu et de la trahison son chef-d'œuvre ultime. Benita devint rapidement une figure emblématique aux côtés de Richard à chaque événement majeur, sa présence aussi éclatante que l'éclat de ses boutons de manchette italiens. Elle maîtrisait l'art de s'intégrer à son univers grâce à un mélange harmonieux d'énergie séductrice et de sens aigu des affaires. Lors des galas en smoking, elle se drapait dans des robes de soie fluide qui scintillaient sous les lustres, faisant tourner les têtes lorsqu'elle arrivait avec élégance et en retard au bras de Richard. Les invités murmuraient admiration et envie, subjugués par son charisme et son élégance naturelle. Richard se délectait de son charme, son ego gonflant à chaque fois que les photographes les immortalisaient ensemble, dans un tableau parfait de glamour moderne et d'ambition. Lors de déjeuners d'affaires exclusifs et de cocktails sur les toits, Benita charmait avec brio les titans de l'industrie comme les élites sociales. Elle riait aux blagues pertinentes, offrait des analyses pointues sur les tendances du marché et flattait les investisseurs influents avec une finesse presque surnaturelle. Chaque compliment était calculé, chaque rire parfaitement synchronisé. Richard observait les portes qui mettaient autrefois des mois à s'ouvrir toutes grandes au contact de Benita. Il était ravi de voir des cadres chevronnés et des PDG blasés s'acharner sur son approbation. Elle lui a fait découvrir de nouveaux cercles, des investisseurs plus audacieux et des opportunités plus audacieuses, tout en semant subtilement le mécontentement face à l'état d'esprit modeste et aux rêves pittoresques d'Esther. En coulisses, Benita soignait soigneusement leur image publique. Elle engageait des stylistes pour coordonner leurs apparences et organisait des fuites de photos stratégiques qui consolidaient leur statut croissant de couple influent. Les réseaux sociaux regorgeaient de clichés glamour, Benita murmurant des choses à l'oreille de Richard sur un yacht à Monaco, tous deux riant au gala d'anniversaire d'un milliardaire à Beverly Hills ou assistant à une vente aux enchères privées d'œuvres d'art à Paris. À mesure que Richard s'enthousiasmait, il commença à imiter son approche impitoyable de la vie, évitant quiconque remettait en question leur relation ou ses nouveaux choix. Pendant ce temps, Benita inventait des histoires sur Esther,
la présentant comme une recluse sans intérêt, empêchant Richard de révéler son véritable potentiel. À chaque fois qu'il dansait sous des lustres dorés ou trinquait avec des crus rares, Richard était davantage convaincu d'avoir enfin trouvé l'âme sœur, une femme aussi avide de pouvoir et de prestige que lui. Mais sous chaque robe scintillante et chaque regard séduisant, l'esprit de Benita travaillait sans relâche, resserrant son emprise sur la vie de Richard, son empire et, finalement, son cœur, tout en veillant à ce qu'Esther ne reste qu'une ombre dans son rétroviseur. Tandis que Richard et Benita paradaient dans le monde scintillant des milliardaires et des accords secrets, Esther s'investissait pleinement dans quelque chose de bien plus significatif. Après des années de planification discrète et d'innombrables croquis nocturnes dans son carnet usé, elle lança enfin son premier grand événement caritatif, un gala artistique pour enfants destiné à récolter des fonds pour des programmes destinés aux jeunes défavorisés. Le lieu était un ancien entrepôt du centre-ville de Boston, transformé par les mains d'Esther en un monde merveilleux de fresques murales éclatantes, de lanternes en papier suspendues et de sculptures colorées créées par les enfants eux-mêmes. Chaque recoin respirait la chaleur et l'innocence, à mille lieues des froides tours de verre et des salles de marbre que Richard adorait. Esther passa des semaines à rencontrer des artistes locaux, enseignant aux enfants comment créer des œuvres exprimant leurs rêves et leurs peurs les plus profonds. Elle organisa des ateliers où des enfants timides apprirent à tenir un pinceau pour la première fois, où des mains calmes découvrirent la magie de l'argile, et où les rires couvraient les échos de la douleur que beaucoup avaient endurée seuls. Le soir de l'événement, les invités, philanthropes locaux, responsables communautaires et amateurs d'art curieux ont déambulé dans l'espace, les yeux embués de larmes, émerveillés par la beauté brute et l'authenticité de chaque œuvre. Esther portait une robe bleue simple et fluide, dessinée par ses soins, et ses cheveux étaient relevés de délicates fleurs sauvages. Elle flottait dans la salle telle une douce brise, saluant chaque invité avec une profonde gratitude. Sa voix était teintée d'émotion chaque fois qu'elle parlait des enfants et de ses espoirs pour leur avenir. Richard y assistait, bien qu'à contre-cœur, son impatience palpable derrière des sourires forcés et des hochements de tête brefs. Il observait les journalistes se tourner vers Esther, captivés par sa sincérité et les histoires crues et émouvantes qui se cachaient derrière chaque tableau. Il l'interrogeait sur sa vision, ses inspirations d'enfance et ses projets pour le nouveau centre d'art qu'elle espérait construire, éclipsé par la douce lumière qu'Esther irradiait si naturellement. Cela le perturbait profondément. Il méprisait son authenticité, qu'il avait toujours considérée comme une faiblesse, et qui lui gagnait désormais une admiration inestimable. À ses yeux, l'événement était d'une modestie embarrassante, un gaspillage d'argent qui ne contribuait en rien à sa réputation auprès des élites. Tandis qu'Esther posait pour des photos avec des enfants rayonnants, Richard mijotait dans un coin, l'esprit embrumé par le ressentiment et les murmures venimeux que Benita avait si soigneusement gravés dans son cœur. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux dans un silence glacial, le fossé qui les séparait s'élargit plus que jamais et Esther, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine, sentit l'amour qu'elle croyait autrefois indestructible se glisser doucement dans l'ombre. Dans les semaines qui suivirent le gala de charité d'Esther, une tempête silencieuse gronda entre les murs de leur appartement. Richard, autrefois attentif et mesuré, commença à rentrer de plus en plus tard, l'odeur d'eau de cologne onéreuse et de parfums étrangers s'accrochant à ses costumes sur mesure. À son retour, il disparaissait dans son bureau privé, fixant des écrans lumineux et répondant aux appels d'une voix saccadée et feutrée. Esther s'efforçait de le contacter avec douceur, déposant sa tisane à la camomille préférée à côté de lui, laissant des notes manuscrites avec de petits croquis de leur premier moment d'amour ou l'invitant à se joindre à elle pour leur promenade du soir. Chaque geste était accueilli par un grognement dédaigneux ou un regard froid plus profond que n'importe quel mot. Pendant ce temps, l'audace de Benita s'infiltrait dans tous les recoins de leur vie. Autrefois satisfaite de manœuvrer en coulisses, elle affichait désormais ouvertement sa complicité avec Richard. Des photos d'eux commencèrent à apparaître dans les magazines Lifestyle et les rubriques People, chaque légende laissant entrevoir un lien intime désormais indéniable, lors de soirées exclusives. Elle s'attardait auprès de Richard, lui touchant le bras avec une familiarité qui ne laissait place à aucun malentendu. Elle lui murmura à l'oreille, son rire résonnant comme un poignard dans la salle bondée. De puissants alliés, charmés par sa présence magnétique, encouragèrent Richard à embrasser ce nouveau chapitre, le félicitant d'avoir choisi quelqu'un d'aussi dynamique et visionnaire. Esther, isolée dans sa méfiance grandissante, sentit les murs de son monde se refermer lentement sur elle. Au fond de son cœur, un gouffre se creusait de jour en jour. L'homme qu'elle avait autrefois décrit comme son prince était désormais un étranger dans sa propre maison, et la chaleur qu'ils avaient partagée se transforma en un froid glacial qui lui piquait le souffle. Elle commença à remarquer de petites trahisons, une boucle d'oreille cachée sur le tapis du salon,
des taches de rouge à lèvres sur les verres en cristal qu'elle lavait soigneusement, et des reçus de boutiques de luxe où elle n'avait jamais mis les pieds. Tard le soir, elle s'asseyait seule dans son coin artistique, son pinceau serré, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage, chacune témoignant de l'amour qui s'évanouissait sous ses yeux. Malgré son chagrin, Esther gardait son sang-froid en public, préférant la dignité à la confrontation, sa douce force constituant un pilier inflexible face à l'effondrement de ses rêves. Tandis que Richard s'éloignait, l'esprit lumineux d'Esther commença à vaciller, et l'ombre de Benita se profilait de plus en plus, avide de dévorer tout ce qu'Esther considérait autrefois comme sien. Les murs du Penthouse, autrefois emplis de croquis pleins d'espoir et de rires discrets, résonnaient désormais d'un vide douloureux qui pesait lourdement sur l'esprit d'Esther. Chaque matin, elle se réveillait seule dans leur grand lit king size, l'oreiller intact à côté de son accusation silencieuse de l'amour disparu. Son petit déjeuner autrefois vibrant, où elle et Richard partageaient des sourires timides autour de coupes de fruits et de toast chauds, s'était transformé en repas solitaire où le seul bruit était le tintement de sa cuillère contre une tasse en céramique. Esther, déterminée à ne pas se perdre complètement, s'est plongée dans son art, utilisant ses pinceaux pour crier la douleur que ses lèvres n'osaient exprimer. Elle a transformé son petit espace artistique en un sanctuaire d'émotions brutes, des toiles tapissant chaque centimètre carré des murs, chacune reflétant son cœur brisé. Des silhouettes se tendant les unes vers les autres à travers des vides infinis, des océans déchaînés engloutissant des bateaux fragiles, et des visages striés de larmes se détachant de couches de couleurs chaotiques. Elle peignait souvent jusqu'à l'aube, les doigts tachés de rouge profond et de bleu d'encre, les yeux gonflés par des pleurs silencieux et incessants. Malgré la solitude aiguë et écrasante qui l'étouffait, elle refusait de cesser de créer. L'art était devenu son souffle, son bouclier, le seul lien qui la retenait d'une personne qu'elle craignait de voir disparaître à jamais. Les visiteurs venus admirer ses dernières œuvres s'émerveillaient de leur beauté envoûtante, ignorant que chaque coup de pinceau était le fruit d'une tristesse indescriptible. Richard, quant à lui, ne cherchait plus à cacher sa trahison. Lors des déjeuners d'affaires, il tenait ouvertement la main de Benita sous des nappes en lin impeccable. Lors des somptueuses soirées de gala, il la faisait tournoyer sur les pistes de danse, son rire résonnant comme une mélodie triomphante au-dessus des harmonies de l'orchestre. Ils se murmuraient à l'oreille, tête jointe, leur alchimie étant si évidente que même des inconnus échangeaient des regards complices. Esther observait de loin, le cœur serré à chaque caresse volée et à chaque baiser public. Même leurs amis communs, dont l'un appréciait la grâce tranquille d'Esther, commencèrent à se laisser séduire par l'image de couple influe de Richard et Benita, la laissant encore plus isolée. Malgré l'humiliation, Esther refusa d'affronter Richard en public, préférant garder sa dignité comme un héritage fragile qu'elle ne pouvait laisser se briser. Seule chez elle, elle serrait son pinceau contre son cœur, murmurant des excuses silencieuses à la jeune fille qu'elle était autrefois, celle qui croyait aux contes de fées et aux promesses éternelles, désormais seule dans un royaume qui s'écroulait sous ses doigts tremblants. Le gala annuel de la philanthropie de Boston était l'événement mondain de la saison, une soirée où l'élite de la ville se réunissait sous d'imposants lustres en cristal pour célébrer des événements caritatifs marquants, exhiber des robes de créateurs et conclure de futurs contrats dans des échanges chuchotés derrière des rideaux de velours. Esther avait passé des semaines à préparer l'événement, choisissant une robe vert émeraude, à la fois modeste et élégante, qui lui rappelait le jardin derrière la maison de son enfance. Elle avait espéré, contre toute attente, qu'assister ensemble au gala raviverait une lueur de chaleur entre elle et Richard, ne serait-ce que pour une nuit. Tandis qu'elle attachait ses cheveux en boucles souples et serrait le pendentif étoile de son père autour de son cou, elle murmura une petite prière pour trouver la force, son reflet scintillant d'une vulnérabilité discrète. Arrivée sur les lieux aux côtés de Richard, son cœur s'emballa un instant sous les flashs des appareils photo, immortalisant ce qui semblait être un couple parfait. Mais l'illusion se brisa dès qu'ils franchirent la porte. Richard se dirigea aussitôt vers Benita, radieuse dans une robe argentée scintillante qui lui collait à la peau comme un clair de lune liquide. Leur regard rivait sur Benita, une électricité qui captivait tous les regards. Sans hésiter, Richard offrit son bras à Benita, laissant Esther coincée au bord du hall de marbre, les doigts tremblants autour de sa main. Les invités se turent, leurs regards naviguant entre l'épouse abandonnée et le nouveau couple effronté. L'instant s'étira, une cruelle éternité gravée dans la salle scintillante, ponctuée par le silence des halètements étouffés et des pas traînants maladroits. À mesure que la nuit avançait, Richard et Benita devinrent le spectacle pervers de la soirée. Il la présenta comme sa véritable partenaire, louant sa vision et son soutien lors de ses récentes aventures, chaque mot étant une lame aiguisée pointée vers le cœur d'Esther. Esther se tenait seule près des arrangements, le dos droit malgré les tremblements sous sa peau.
Plusieurs invités lui lançaient des regards compatissants ou la rassuraient sans conviction, mais personne n'osait intervenir. Lorsque la vente aux enchères commença et que Richard fit une généreuse donation au nom de Benita, scellant publiquement son allégeance, on eut l'impression que tous les regards dans la salle de bal se tournaient vers Esther pour la voir s'effondrer. Mais Esther, respirant profondément, leva le menton. Elle refusait de laisser couler les larmes ni sa voix s'affaiblir. Au contraire, elle avançait avec grâce dans le couloir, félicitant discrètement ceux qui l'entouraient et prodiguant des mots doux, sa douceur rayonnant même face à une humiliation impitoyable. Ce soir-là, sous les projecteurs aveuglants et les applaudissements nourris pour l'entrée remarquée de Richard et Benita, Esther se fit un vœu silencieux, elle s'élèverait, non pas comme l'ombre de Richard, mais comme son propre fils, peu importe le nombre de morceaux de son cœur qu'elle devait rassembler pour y parvenir. Dans les jours qui suivirent le gala, le mépris de Richard pour Esther se transforma en une dangereuse résolution. Il ne prétendait plus entretenir un semblant de respect ou d'affection. Au lieu de cela, il se déplaçait dans leur appartement tel un conquérant parmi les ruines, effaçant tout souvenir qui évoquait leur tendre début. La présence de Benita devint une ombre permanente. Son parfum persistait sur les vêtements de Richard. Son rire résonnait dans les appels téléphoniques qui se prolongeaient tard dans la nuit, et son influence influençait chacune de ses décisions. Esther s'efforçait de garder son sang-froid, s'accrochant à son art et à ses œuvres caritatives comme à des bouées de sauvetage, même si chaque jour son moral semblait s'affaiblir un peu plus. En secret, elle portait en elle le poids d'une vie nouvelle, un léger battement de cœur palpitant qu'elle seule connaissait, une fragile graine d'espoir qui grandissait tranquillement en elle. Un soir, alors que les premières neiges de l'hiver commençaient à recouvrir la ville, Richard rentra chez lui, fou de rage. Esther, qui peignait dans son coin, sentit le tremblement dans l'air avant d'entendre ses pas. Il l'accusa de l'embarrasser publiquement, de l'empêcher de découvrir son véritable avenir avec Benita. Ses paroles, teintées de venin, la transpercèrent avec une férocité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Esther tenta de parler, la voix tremblante tandis qu'elle posait une main protectrice sur son bas-ventre, mais le visage de Richard se tordit en un ricanement cruel. Dans un ultime acte de malveillance, il la coinça près de l'escalier qui menait élégamment à leur salon, un escalier qu'elle avait autrefois décoré de guirlandes hivernales peintes à la main et de lumière tamisée. La confrontation s'envenima rapidement. Richard, la voix montant en un crescendo glaçant, lança accusation et menace tandis qu'Esther implorait le calme, le dos appuyé contre le mur froid. D'une poussée brutale, nourrie par la conviction perverse qu'elle était un obstacle à son ascension auprès de Benita, Richard la poussa. Le temps sembla ralentir tandis qu'Esther dévalait les marches en chaîne polie, les bras battant l'air comme si elle cherchait à se remémorer leur première danse dans ce même couloir, les promesses murmurées lors des nuits blanches. Elle atterrit brutalement en bas, la douleur lancinante, sa poitrine arrachée en un instant violent. Richard baissa les yeux, la poitrine haletante, profondément choqué par sa culpabilité grandissante. À son insu, sa cruauté avait non seulement frappé le cœur d'Esther, mais aussi mis en danger la petite vie qui sommeillait en elle, cette vie dont il ignorait l'existence. Alors qu'il se retournait et reculait, la laissant recroqueviller au pied de l'escalier, Esther lutta pour reprendre conscience, ses doigts tremblants se refermant sur son ventre pour la protéger. Au milieu des ténèbres tourbillonnantes, une pensée fragile résonnait dans son esprit. Elle devait survivre, pour elle-même et pour l'âme innocente qui attendait silencieusement de naître. Lorsqu'Esther reprit enfin conscience dans le silence glacial du hall de l'appartement, la douleur qui la parcourait n'avait d'égal que la détermination silencieuse qui montait en elle telle une flamme de défi. Chaque mouvement lui faisait l'effet d'un tremblement de terre, mais son esprit s'aiguisait d'une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle réalisa alors, plus que jamais, qu'elle ne pouvait plus rester prisonnière de la cruauté de Richard, qu'elle devait se libérer, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la vie fragile qui grandissait en elle. Les mains tremblantes, elle se redressa. Chaque respiration était une lutte contre les vagues d'agonie qui menaçaient de l'emporter. Elle entoura son ventre de ses bras protecteurs, murmurant de douces paroles rassurantes au bébé qu'elle portait, la seule chose pure qui subsistait des décombres de son mariage brisé. Lentement, méthodiquement, elle rassembla quelques affaires essentielles. Son pendentif étoile de son père, son carnet de croquis rempli de rêves à venir, et une unique et minuscule paire de chaussons tricotés qu'elle avait achetés quelques semaines plus tôt, alors qu'une lueur d'espoir illuminait encore son cœur. Elle ne prit pas la peine de réveiller Richard, qui était probablement dans un bureau à planifier son avenir avec Benita, aveuglé par l'énormité de ce qu'il venait de détruire. Au lieu de cela, elle se glissa silencieusement dans la nuit froide, laissant derrière elle les couloirs de marbre et le luxe creux qui était devenu sa prison dorée. Dehors,
les flocons de neige tombaient paresseusement au sol, peignant la ville de douces nuances de blanc. Esther resta un instant sur le trottoir, son souffle flottant dans l'air éclairé par la lune, son esprit repassant chaque mot dur, chaque regard froid, chaque trahison qui l'avait conduite ici. Mais elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle sentit une force inconnue et vivifiante lui inonder les veines, une promesse qu'elle ne serait plus la complice ni le tremplin de qui que ce soit. Elle est là un taxi d'une main tremblante, les yeux brillants non pas de défaite, mais d'une détermination naissante qui semblait briller plus fort que les lumières de la ville autour d'elle. Alors que le taxi s'éloignait, Esther appuya son front contre la vitre givrée, murmurant doucement à son enfant à naître, « Nous sommes libres, maintenant ». Par ce vœu murmuré, elle commença à réécrire son histoire, non pas comme une épouse abandonnée, mais comme une femme prête à reconquérir son avenir, à reconstruire ses rêves et à renaître des cendres de la trahison avec une grâce inébranlable. Après avoir quitté Richard et la vie étouffante qu'elle avait autrefois vécue, Esther s'installa dans un appartement modeste mais charmant de la paisible banlieue de Boston, bien que son corps fût encore en convalescence. Son esprit commença à se rétablir lentement, nourri par des séances de dessin nocturne et par la douce agitation intérieure. Elle restait discrète, ne sortant que pour des rendez-vous chez le médecin et des promenades occasionnelles au parc du quartier où les mères poussaient des poussettes et les enfants riaient à gorge déployée. Par un après-midi particulièrement froid, alors qu'elle se reposait sur un banc, emmitouflée dans un manteau de laine, dessinant une scène d'enfants chassant des bulles, le destin lui présenta Charles Vincent, un homme dont la présence allait bientôt bouleverser son monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Charles Vincent était le genre d'homme dont chacun de ses pas dégageait une puissance tranquille, une confiance qui ne reflétait pas l'arrogance, mais une détermination profonde et inébranlable. Né dans une famille de diplomates européens, Charles a hérité non seulement d'une fortune, mais aussi d'une vision du monde ouverte et d'une empathie aiguë, rare chez les ultra-riches. Après avoir hérité de la société d'investissement internationale de sa famille, il a consacré une grande partie de sa fortune à des projets humanitaires et à des initiatives d'éducation artistique. Malgré son imposant CV, Charles s'est toujours senti un peu déconnecté des cercles creux des cocktails et des batailles de conseils d'administration, recherchant plutôt des liens authentiques et des histoires vibrantes de lutte et de triomphes humains. Lorsqu'il remarqua Esther cet après-midi-là, son profil délicat se pencha intensément sur son carnet de croquis, son expression mêlant douceur et concentration. Quelque chose au plus profond de lui s'éveilla. Leur première conversation commença par un simple compliment sur son art, mais elle se transforma rapidement en un riche tapis d'histoires partagées et de rires hésitants. Charles écoutait Esther décrire avec hésitation sa vision d'un centre d'art, la voix tremblante de peur et d'excitation. Plutôt que de rejeter ses rêves, Charles se pencha vers elle, fasciné par sa résilience et sa compassion inébranlable malgré son récent chagrin. Au cours des semaines suivantes, ils continuèrent à se rencontrer, parfois autour d'un thé chaud dans un café de quartier chaleureux, d'autres fois lors de promenades paisibles dans les rues enneigées. Charles s'émerveillait de la profondeur d'Esther, de sa façon de conserver sa gentillesse comme un héritage, même après avoir été brisé. Il ne voyait pas une femme brisée, mais une guerrière déguisée en grâce et douceur. Progressivement, il lui offrit non seulement un soutien financier pour réaliser son rêve, mais aussi une amitié sincère, ancrée dans le respect mutuel et une compréhension tacite de ce que signifie se reconstruire après des ruines. Grâce au soutien indéfectible de Charles, Esther a fait ses premiers pas résolus vers l'avenir qu'elle n'osait imaginer que dans des croquis secrets. Le bâtiment en briques abandonné qu'elle admirait souvent lors de ses promenades, autrefois couvert de graffitis et laissé à l'abandon, est devenu le fondement de sa renaissance. Esther s'est investie corps et âme dans sa transformation, en travaillant aux côtés de bénévoles locaux et de jeunes artistes qui partageaient sa passion pour offrir aux enfants un espace sûr où créer et rêver. Les matinées étaient consacrées au choix de palettes de couleurs vives, les après-midi à guider des muralistes adolescents dans la création de fresques murales grandioses, et les soirées à s'asseoir sur des plans avec Charles, leur rire résonnant dans les couloirs embaumés par la peinture. Pour la première fois depuis des années, Esther sentait la chaleur d'une véritable mission s'épanouir en elle, tel un jardin vivace après un hiver long et rigoureux. Charles, fidèle à sa promesse, devint à la fois sa force silencieuse et son plus fervent supporter. Il a accordé un financement sans condition, mettant Esther en contact avec des historiens de l'art, des réseaux philanthropiques et des personnalités influentes de la communauté, touchées par sa vision. Mais surtout, il a écouté, véritablement, ses idées et ses craintes, traitant chacune d'elles avec respect et patience. Sa présence n'était ni intrusive ni possessive. Il lui tendit la main quand elle en avait besoin et se retira lorsqu'elle cherchait à se reconstruire. Leur lien, ancré dans le respect et la vulnérabilité partagée, commença à s'épanouir d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée.
Les habitants du quartier qui assistèrent à la transformation du bâtiment furent inspirés, et peu à peu, une nouvelle communauté s'épanouit autour du rêve d'Esther, désireuse de soutenir et de nourrir ce qu'elle créait. Lorsque le jour arriva enfin pour l'inauguration du tout nouveau Starlight à Ravenne, Esther se tenait devant un petit groupe d'amis, de jeunes artistes et de familles du quartier, les mains tremblantes, tenant un ciseau à couper le ruban. Accompagnée de Charles, elle observa la foule, son regard se perdant dans celui des enfants dont les yeux pétillaient de curiosité et d'impatience. Lorsqu'elle coupa le ruban et que les portes s'ouvrirent, un élan de joie et de guérison la submergea, lavant des années de trahison et de souffrance. À l'intérieur, des toiles colorées ornaient les murs, une musique douce résonnait et de petites mains s'emparaient avidement de pinceaux et d'argile. Esther évoluait parmi elles, les guidant par des mots doux et des sourires encourageants, son cœur faisant écho à leur enthousiasme. Dans cet espace lumineux et animé, empli de rire et de chaos créatif, Esther n'était plus l'épouse abandonnée de Richard, mais un rayonnant symbole d'espoir et d'amour, renaissant sous ses propres couleurs, prête à accueillir chaque instant de sa nouvelle vie avec un courage inébranlable. Tandis que la vie d'Esther prenait un nouvel essor, l'empire soigneusement bâti par Richard commençait à montrer des fissures profondes et irréparables. Après s'être publiquement allié à Benita, il avait multiplié les investissements risqués et les acquisitions audacieuses pour impressionner Benita et les cercles d'élite qu'il cherchait désespérément à dominer. Encouragé par les murmures séduisants de Benita et ses conseils avisés, Richard avançait avec une insouciance téméraire, ignorant les conseils prudents de ses conseillers les plus fidèles. Pendant un temps, tout sembla fonctionner. Les gros titres saluèrent son audace, les investisseurs se bousculèrent pour assister à ces somptueuses fêtes, et Richard savoura la gloire éphémère d'être qualifié de visionnaire. Mais sous la surface, son empire vacillait. Surendetté et perdant des capitaux dans les recoins cachés des bilans, Benita, en manipulatrice invétérée, pressentit la tempête avant même que Richard n'ose l'admettre. Au lieu d'inciter à la prudence, elle nourrit ses illusions, l'incitant à la prudence avec un doux poison coulant de ses lèvres peintes. Dans son dos, elle commença à nouer des partenariats secrets, à détourner discrètement des fonds et à s'allier à des rivaux désireux de profiter de la chute de Richard. Lors de dîners de gala et de soirées sur les toits, elle murmurait à l'oreille de riches magnats et d'investisseurs étrangers, racontant des histoires sur la prétendue incompétence de Richard et se présentant comme la véritable source de leur succès. Son charisme masquait une ambition démesurée, et Richard, aveuglé par l'orgueil et le désir, ne vit jamais les fissures se creuser sous ses pieds. Alors que les dettes s'accumulaient et que les contrats commençaient à s'effondrer, les membres de son conseil d'administration, autrefois fidèles, prirent leur distance, invoquant des divergences stratégiques et une perte de confiance en son leadership. L'effondrement est survenu rapidement, telle une violente tempête hivernale s'abattant sans prévenir. Les médias se sont retournés contre lui, publiant à la une des gros titres des cas de mauvaise gestion financière et de trahison frôlant les trahisons. Les investisseurs se sont retirés en masse, les poursuites judiciaires se sont accumulées et les employés, désespérés, ont fui le navire en perdition. Richard vit avec horreur son nom, autrefois synonyme de pouvoir et de prestige, devenir un symbole d'arrogance et de cupidité. En ces jours chaotiques, il se tourna vers Benita pour trouver du réconfort. Il la trouva froide et distante, son téléphone soudainement inaccessible, sa place à la table du conseil d'administration sinistrement vide. La femme pour laquelle il avait tout sacrifié avait commencé sa disparition, le laissant seul aux prises avec les cendres d'un empire bâti sur des illusions. Assis seul dans son appartement terrasse, désormais étrangement silencieux et privé de chaleur, Richard commença à pressentir l'ampleur de sa ruine, les échos de la force tranquille d'Esther le hantant comme une mélodie lointaine et inaccessible qu'il avait jadis rejetée sans réfléchir. Tandis que Richard chancelait sous le poids des procès et des dettes qui s'accumulaient, la trahison de Benita se déroulait tel un ballet de tromperie méticuleusement chorégraphié. Dans l'ombre de sa chute, elle avait agi avec une précision glaciale, détournant des fonds vers des comptes offshore et créant de nouvelles entreprises sous le couvert de sociétés écrans. Pendant des années, elle avait discrètement étudié ses habitudes commerciales, mémorisé ses mots de passe et charmé ses plus proches alliés pour qu'ils révèlent des faiblesses cruciales. Lorsque Richard comprit l'ampleur de l'hémorragie, les blessures étaient trop profondes pour être cicatrisées, ses liquidités s'étaient évaporées et ses biens les plus précieux avaient été discrètement transférés vers des comptes sous le contrôle inébranlable de Benita. Tandis que Richard tentait désespérément de sauver ce qui restait, Benita fit son dernier geste. Du jour au lendemain, elle disparut de leurs agendas mondains, disparaissant des galas et des ventes aux enchères caritatives comme si elle n'avait jamais existé. Les appels de Richard restèrent sans réponse, ses textos désespérés restèrent lus, chaque bip sans réponse résonnant comme un glas dans les vastes halls du Penthouse.
Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les investisseurs et la presse. Benita avait fui le pays, sa fuite étant aussi élégante et discrète que ses robes de créateur. Des rumeurs suggéraient qu'elle avait été vue pour la dernière fois à bord d'un jet privé à destination d'une villa méditerranéenne isolée, accompagnée d'un petit entourage de confiance qui l'avait aidé à mettre sa trahison à exécution. Lorsque la nouvelle éclata, Richard se retrouva complètement seul, les derniers fragments de sa réputation s'effondrant au grand jour. Des documents divulgués aux médias montrèrent le détournement calculé de fonds par Benita, laissant Richard non seulement ruiné, mais aussi démasqué comme un imbécile ayant confié son empire à une femme se faisant passer pour son sauveur. Anciens partenaires et amis tournèrent le dos, écœurés par le scandale et désireux d'éviter les relents de l'échec. Assis dans son bureau autrefois majestueux, désormais privé de toute chaleur ardente, Richard était confronté à la terrible constatation d'avoir ruiné sa vie pour une femme qui ne le considérait que comme un pion. Dans le silence résonnant, il pouvait presque entendre la voix douce d'Esther et son rire tendre, rappel de la vie qu'il avait abandonnée pour un fantasme fugace et scintillant. Tandis que Benita se prélassait sur une terrasse ensoleillée, loin du chaos qu'elle avait orchestré, Richard comprit enfin la pleine mesure de sa perte, chaque révélation creusant un peu plus profondément la carapace de l'homme qu'il était devenu. Tandis que l'empire de Richard se désintégrait et que Benita disparaissait dans son paradis volé, la vie d'Esther se déployait comme les délicats pétales d'une fleur longtemps cachée qui s'épanouissait enfin. Avec le succès de Starlight à Raven, la renommée de son œuvre commença à se propager bien au-delà des frontières de Boston. Des enfants autrefois invisibles trouvèrent désormais leur voie à travers la couleur et la sculpture, leur création joyeuse attirant l'attention des critiques d'art et des philanthropes de tout le pays. Les médias se sont emparés de l'histoire, captivés par cette femme qui avait transformé sa propre douleur en un sanctuaire de guérison pour les autres. Des articles et des magazines prestigieux l'ont saluée comme une révolutionnaire silencieuse, et des articles viraux l'ont célébrée comme un modèle de résilience et de compassion dans un monde obsédé par une ambition froide. Esther a participé à des colloques artistiques et à des conférences sur la protection de l'enfance où ses discours, simples, sincères et dénués de prétention, ont ému le public aux larmes. Elle a partagé des histoires de petites filles timides découvrant le courage grâce à des sculptures en argile et de jeunes garçons apprenant à exprimer leur chagrin par de larges coups de pinceau, sa voix tremblant seulement lorsqu'elle évoquait son rêve que chaque enfant se sente considéré et aimé. À chaque événement, des personnes la contactaient par la suite, désireuses de financer ses extensions ou de s'associer à elle pour des projets communautaires. Les invitations affluaient de Paris, Tokyo et Sao Paulo pour présenter les œuvres des enfants, transformant leur petit havre de paix en un mouvement mondial. Esther a accepté avec soin les opportunités qui restaient fidèles à sa mission, retournant toujours à son centre de Boston, où elle se sentait le plus vivante et ancrée. Tout au long de son parcours, Esther n'a jamais cherché les applaudissements. Elle a simplement suivi l'appel discret de son cœur. Mais ce faisant, elle a inspiré d'innombrables autres personnes à faire de même. Des familles qui avaient autrefois lutté en silence ont retrouvé l'espoir grâce à ces programmes. De jeunes artistes ont commencé à rêver avec audace, et la communauté locale s'est épanouie, créant une mosaïque de créativité et de liens. Les mêmes mains qui tremblaient autrefois de trahison s'élevaient désormais vers leur propre lumière, chaque acte de bonté s'ajoutant au suivant comme autant de coups de pinceau sur une vaste toile en constante évolution. Debout sous la lucarne de son centre, regardant les enfants danser autour de sa dernière fresque, Esther comprit enfin ce que signifiait triompher, non pas de Richard ou de Benita, mais des ténèbres qui avaient autrefois tenté d'éteindre son esprit. Par sa force douce et sa grâce inébranlable, elle était devenue un témoignage vivant de la vérité selon laquelle la guérison pouvait devenir un chef-d'œuvre plus éclatant que n'importe quelle vengeance ou châtiment. Tandis que le nom d'Esther scintillait sur les couvertures des magazines et que son centre d'art débordait de rire et de lumière, Richard Pascal était assis seul dans les recoins sombres de son Penthouse en ruine, un royaume transformé en mausolée. Les sols autrefois polis, autrefois résonnant des appels téléphoniques aigus et du tintement des verres en cristal, gisaient désormais sous les factures impayées et les caches-poussières, vestiges d'un passé fastueux. Richard errait dans ses pièces tel un fantôme, hanté par les articles de presse célébrant l'ascension fulgurante d'Esther et les interviews où un sourire discret éclipsait tous les diamants qu'il avait jamais offerts à Benita. Chaque gros titre le transperçait comme un scalpel, révélant la blessure à vif et purulente de ses propres choix. La nuit, il se retrouvait tourmenté par des visions d'Esther telles qu'elle avait été autrefois. Ses cheveux en bataille après avoir peint tard le soir, ses yeux pétillants lorsqu'elle parlait d'aider les enfants, son rire doux qui illuminait autrefois leur matinée. Ses tendres souvenirs, autrefois des contrariétés qu'il avait balayées au profit de l'éclat froid de Benita, se rejouaient désormais sans cesse dans les recoins creux de son esprit. Chaque souvenir était comme une réprimande murmurée,
lui rappelant la chaleur et la sincérité qu'il avait troquées contre des applaudissements creux et un désir fugace. Il lut des articles sur l'agrandissement de son centre d'art, les bourses qu'elle avait créées au nom de son père et les expositions qui attiraient désormais l'attention du monde entier. Chaque triomphe devenait le miroir de sa propre chute, illuminant l'étroitesse de son monde et la vacuité de ses aspirations. Tandis que ses anciens associés évitaient ses appels et que ses invitations restaient sans réponse, Richard commença à prendre pleinement conscience de ses choix. Il comprit clairement, peut-être pour la première fois, que l'amour d'Esther avait été une richesse des plus rares, un trésor qu'il avait bêtement abandonné pour un mirage. Il essayait parfois de lui écrire des lettres d'excuses, mais il les froissait à la poubelle avant même de les avoir terminées. Il n'y avait plus d'audience pour ses grands gestes ou ses paroles creuses. Sa présence autrefois imposante s'était réduite à un écho pitoyable. Seul et oublié, les jours de Richard se transformèrent en un cycle interminable de regrets et de dégoût de soi. Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir d'une rédemption, et chaque soir, il s'abandonnait à la douloureuse constatation que la porte qu'il avait claquée sur Esther ne pourrait plus jamais s'ouvrir. Sa lumière s'était éloignée de lui, une étoile lointaine qu'il ne pouvait qu'admirer depuis l'obscurité qu'il s'était choisie. Alors que les premiers signes du printemps réchauffaient l'air de Boston, Esther se retrouva sur le toit-terrasse du Starlight à Ravenne, entourée de lavandes en fleurs et du doux bourdonnement des abeilles. Le soleil disparaissait derrière l'horizon, teintant la ville de nuances or roses et indigo, et dans ce sanctuaire silencieux et parfumé, elle sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Charles se tenait à ses côtés, sa présence calme et inébranlable, son regard empli d'une tendre affection qui en disait long, même lorsque les mots lui manquaient. Au cours des derniers mois, il était devenu son confident, son collaborateur et son ami indéfectible, un rayon de chaleur constant après des années passées à trembler dans l'ombre froide de la trahison. Leur lien s'était renforcé non par de grands gestes ou des déclarations théâtrales, mais par d'innombrables petits moments partagés. Charles arrangeant soigneusement les fleurs avec les enfants au centre, sa façon de lui remplir discrètement le thé pendant les longues nuits de planification, les innombrables après-midi passés à peindre côte à côte dans un silence complice. En Charles, Esther découvrit un amour qui ne cherchait ni à la posséder ni à l'éclipser, mais qui honorait son esprit et lui permettait de s'épanouir. Il admirait sa force sans chercher à la façonner, chérissait sa douceur sans la prendre pour de la faiblesse. Peu à peu, son cœur s'était ouvert à nouveau, s'épanouissant là où elle avait longtemps cru être à jamais marquée et stérile. Ce soir-là, sur le toit, Charles se tourna vers elle avec un sérieux discret qui fit onduler la lavande comme s'il l'écoutait. Il prit sa main dans la sienne, encore marquée de taches de peinture passée, et s'agenouilla. La petite boîte en velours vert émeraude tremblait légèrement sous ses doigts, mais son regard restait fixe. « Esther, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Tu as transformé mon monde d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu as fait de ma vie quelque chose de coloré et de réel. Me laisseras-tu passer le reste de mes jours à honorer ta lumière, à tes côtés comme ta partenaire, ton ami et ton plus grand soutien ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Esther, son souffle s'arrêtant tandis que le soleil couchant se reflétait dans son regard scintillant. À cet instant, chaque blessure, chaque trahison et chaque nuit solitaire s'évanouirent comme des pétales fragiles au vent. Elle hocha la tête à travers ses larmes, murmurant un oui tremblant et joyeux. L'étreinte qui suivit fut silencieuse et profonde, d'une profondeur qu'aucun public ni applaudissement ne pourrait jamais saisir. Debout ensemble sous le ciel étoilé, Esther ressentit pour la première fois ce que signifiait vraiment être aimée. Non pas comme un bien ou un trophée, mais comme un être entier et vibrant. Dans les bras de Charles, elle découvrit un foyer bâti non sur le pouvoir ou le prestige, mais sur un dévouement indéfectible et des rêves partagés, un amour aussi doux et durable que les jardins fleuris qui les entouraient. Le matin du mariage d'Esther et Charles arriva avec une douce lumière dorée se déversant par les fenêtres d'une petite chapelle recouverte de lierre, nichée dans la campagne près de Boston. L'air était vif et parfumé par les fleurs printanières, et les oiseaux voletaient joyeusement entre les branches. Au moment de se joindre à la célébration silencieuse, Esther se tenait devant un miroir vintage, dans une pièce simple ornée de délicates fleurs sauvages, les mains lissant les plis de sa robe, une création éthérée de soie ivoire qui scintillait comme la rosée du matin. Autour du cou, elle portait le pendentif étoile de son père, doux talisman de tout l'amour et des sacrifices qu'il avait portés jusqu'à ce jour. Lorsqu'elle se regarda dans son reflet, elle ne vit pas la femme blessée qui avait autrefois tremblé sous la cruauté de Richard, mais une âme rayonnante renaissant à sa propre lumière, prête à embrasser un avenir qu'elle avait osé imaginer. Dehors, la famille, les amis proches et des dizaines d'enfants de Starlight à Ravenne attendaient avec impatience, leur rire résonnant jusqu'aux fenêtres cintrées de la chapelle. Charles se tenait devant l'autel,
les yeux fixés sur la porte avec un mélange d'émerveillement et de dévotion silencieuse, les mains jointes pour calmer l'émotion qui le submergeait. Lorsqu'Esther entra dans l'allée, le silence qui s'abattit sur la foule ressemblait à un souffle collectif retenu par l'émerveillement. À chaque pas, elle sentait le poids de son passé s'évaporer, son esprit porté par l'amour qui irradiait de chaque recoin de la pièce. Lorsqu'elle rejoignit Charles, leurs mains se rencontrèrent comme deux pièces de puzzle se trouvant enfin réunies après des vies de recherche. Leurs vœux étaient tendres et sincères, prononcés d'une voix tremblante et les yeux brillants de larmes, chargés à la fois de chagrin et de joie infinie. Des mois après le mariage, dans une pièce ensoleillée, remplie de tableaux et de pivoines fraîches, Esther serrait sa fille nouveau-née contre sa poitrine. Les petits doigts du bébé s'enroulèrent instinctivement autour du pendentif étoile, son souffle léger résonnant comme une musique sur sa peau. À cet instant, elle sentit le cercle de son voyage se refermer et s'épanouir d'un seul coup. Chaque chagrin, chaque victoire silencieuse, chaque prière murmurée s'intégrait désormais à cette nouvelle vie parfaite qu'elle chérissait si soigneusement. Charles se tenait à proximité, les mains posées délicatement sur leurs épaules, les yeux brillants de larmes de gratitude et de respect. Le centre d'art continuait de prospérer, témoignage vivant de la résilience et de la vision d'Esther, tandis que sa maison débordait de chaleur, de rire et d'amour. En regardant par sa fenêtre le jardin en contrebas, Esther ressentit une immense paix l'envahir. Elle n'avait pas seulement survécu, elle s'était transformée. Dans l'étreinte du véritable amour, dans le tourbillon vibrant de son art et dans le soupir endormi de sa fille, elle avait enfin trouvé la vie qu'elle était destinée à vivre, une vie de triomphe tranquille, de joie inébranlable et de nouveaux départs plus radieux que toutes les aubes qu'elle avait jamais peintes. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.